À 4 heures du matin, 57 camions surgissent sous un ciel verrouillé. Les soldats, cachés sous des sacs de farine et des caisses de lait, découvrent des fusils, des grenades et des roquettes d'une valeur totale estimée à 700 millions de dollars. Ce n'est pas une simple saisie de matériel militaire, c'est un complot pour renverser un pays. Ibrahim Traoré se retrouve à l'épicentre de cette opération dramatique, alors que la question se pose, jusqu'où un pays peut-il résister à une telle pression géopolitique? L'opération menée par Ibrahim Traoré prend rapidement une tournure bien plus complexe qu'une simple saisie d'armement. Ce n'est pas seulement une question de sécurité nationale, mais bien une épreuve géopolitique. Si cette tentative de renversement échoue, l'intégrité du Burkina Faso en tant qu'État souverain serait mise en péril. L'enquête révèle une organisation logistique d'une précision militaire, démontrant que cet acte n'est pas l'œuvre d'un groupe isolé, mais d'une stratégie globale. Le rôle de Traoré, en tant que leader, devient crucial. S'il réussit à déjouer cette menace, il enverra un message fort, non seulement à son peuple, mais aussi au monde entier. Le Burkina Faso, à travers cette crise, pourrait devenir un symbole de résistance face aux ingérences extérieures. Mais l'enjeu est de taille. Une erreur pourrait provoquer une instabilité régionale. C'est dans ce contexte que Traoré doit naviguer entre transparence, sécurité et préservation de la souveraineté. La nuit du 4 avril, le Burkina Faso a frôlé un cataclysme. Les 57 camions, initialement perçus comme un simple convoi commercial, ont révélé une scène bien plus sinistre. Sous les sacs de farine et les caisses de lait se cachaient des armes, des grenades et des roquettes d'une valeur totale avoisinant les 700 millions de dollars. Ce n'était pas un trafic ordinaire, mais un plan minutieusement orchestré pour tester la résilience du pays. L'opération ne visait pas seulement à fournir des armes, elle constituait un test stratégique pour évaluer la capacité du Burkina Faso à se défendre contre une ingérence extérieure. Les enquêteurs ont rapidement découvert que les camions n'étaient pas venus en une seule colonne, mais qu'ils avaient convergé depuis différents points de la région, suivant des itinéraires calculés avec une précision militaire. Leur trajectoire semblait ordonnée selon un plan complexe visant à tromper les autorités. Des détails révélateurs ont fait surface. Des chauffeurs formés pour transporter des marchandises en apparence légitimes, mais chacun ayant un rôle fragmenté dans une manœuvre globale. Le plus troublant, des codes secrets et des horaires strictement chronométrés, qui pointaient vers une orchestration extérieure. Ce n'était pas une erreur de logistique ou un accident de plus, c'était un acte politique déguisé en simple trafic d'armement. La sophistication du réseau était telle que le pays se retrouvait face à une crise de confiance tant au niveau local qu'international. Ibrahim Traoré, au centre de cette découverte, devait alors prendre une décision cruciale. Comment réagir face à une menace qui testait la souveraineté de son pays à chaque étape? Au cœur de cette opération, Ibrahim Traoré se retrouve à un carrefour décisif. Les premières découvertes révèlent la profondeur de la menace, mais également la responsabilité que porte le leadership burkinabé dans ce contexte. Ce n'est pas seulement une saisie d'armement, mais une épreuve de force qui pourrait redéfinir les relations internationales du pays. En tant que dirigeant, Traoré incarne la première ligne de défense face à cette ingérence subtile. Mais ce défi n'est pas seulement militaire. Il est également politique car la gestion de la crise aura des répercussions profondes sur la stabilité intérieure du Burkina Faso. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaris, a joué un rôle clé dans la détection précoce de l'anomalie. En repérant une colonne de camions avançant sans phare à une heure tardive, il a fait preuve d'une vigilance hors du commun. Son intuition a permis de mobiliser une petite unité d'intervention, et c'est cette action précoce qui a permis de déjouer un plan de plus grande envergure. L'intervention de Kaboré et de ses hommes a marqué un tournant dans cette opération. Grâce à cette vigilance locale, le Burkina Faso a pu stopper un réseau complexe, bien plus vaste qu'un simple trafic. Les premières réactions internationales ne se sont pas faites attendre. Alors que l'armée et les autorités locales se félicitaient de leur réussite, la communauté internationale se mettait en alerte. Mais à l'intérieur du pays, la question restait. Comment cet événement serait-il perçu par la population ?
Traoré savait qu'une bonne gestion de l'après-crise serait essentielle pour maintenir la confiance du peuple et préserver la stabilité interne. L'alerte initiale a été lancée par le capitaine Moussa Kaboré, un homme d'expérience qui connaissait la frontière comme sa poche. Ce matin-là, il a remarqué quelque chose d'étrange, une colonne de camions avançant sans phare dans une zone habituellement déserte à une heure où le trafic était inexistant. Grâce à son instinct et à sa vigilance, Kaboré a pu réagir rapidement. Il a immédiatement constitué une petite unité d'intervention composée de soldats spécialisés, de 2 blindés légers et d'un drone prêté par l'armée afin de sécuriser le passage avant que les camions ne se dispersent. Les véhicules ont été interceptés alors qu'ils s'approchaient de la frontière togolaise et dès les premiers contrôles, les soldats ont découvert des caisses métalliques contenant des armes sophistiquées. Ce n'était pas un simple convoi commercial, mais un plan militaire d'une envergure internationale. Sous des sacs de farine soigneusement empilés se cachaient des roquettes, des fusils, des grenades et des missiles antiaériens. La valeur estimée de cette cargaison dépassait les 700 millions de dollars. Chaque caisse semblait contenir une part d'un puzzle géopolitique. La découverte n'était pas qu'une saisie, mais un message fort, un défi lancé au Burkina Faso. Au fur et à mesure que les camions étaient immobilisés, l'étendue du complot se révélait davantage. Les chauffeurs, qui avaient été formés de manière fragmentée pour transporter des pièces d'équipement, avaient des itinéraires précis et des horaires extrêmement stricts. Certains affirmaient être chargés de pièces agricoles, mais les interrogatoires ont vite révélé que ces chauffeurs étaient également des pions dans un plan bien plus vaste. La coordination parfaite entre eux et leurs employeurs à distance était évidente. Des informations récupérées sur les téléphones et dans les sacs des conducteurs ont révélé des détails étonnants, notamment des codes secrets et des horaires de passage minutieusement calculés. L'enquête a vite montré que les camions n'avaient pas suivi un itinéraire unique. Au contraire, ils avaient convergé depuis plusieurs points distants, chacun ayant un rôle spécifique à jouer dans un plan bien orchestré. Les enquêteurs ont rapidement compris que ce réseau ne se contentait pas de transporter des armes, mais testait les capacités de détection et de réaction de l'État burkinabé. Le pays tout entier se trouvait à la croisée des chemins. Ce n'était pas seulement une saisie de matériel militaire, mais la découverte d'un réseau international capable de financer, transporter et assembler un arsenal entier. Ibrahim Traoré, en tant que chef d'État, a dû prendre les rênes de cette crise immédiatement. Sa première décision a été de rendre publiques les données de l'enquête, de dévoiler l'ampleur de l'opération et d'assurer à la population que l'État n'allait pas céder face à cette menace. Cela faisait partie d'une stratégie de transparence, un geste pour éviter toute manipulation narrative de la part de puissances extérieures qui pourraient chercher à minimiser l'incident. Les autorités burkinabées ont rapidement mis en place un plan d'action combinant sécurité nationale et communication publique. Au même moment, les premières images du convoi et des armes saisies ont été relayées par les médias d'État et les réseaux sociaux. La réaction nationale a été immédiate. Les Burkinabés ont exprimé leur soutien à leur gouvernement et aux forces de sécurité qui avaient empêché une catastrophe de grande envergure. Ce sentiment de fierté a renforcé l'unité nationale dans une période où le pays aurait pu sombrer dans l'incertitude et la peur. Mais ce n'était que le début. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, des indices pointaient vers une implication internationale. Les origines des armes, la logistique complexe et les coordonnées exactes des itinéraires des camions suggéraient un réseau bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'État burkinabé n'était plus face à un simple trafic d'armes, mais à une opération d'ingérence géopolitique d'une ampleur mondiale. Les chiffres, dévoilés au fur et à mesure de l'enquête, ont permis de cerner l'ampleur de l'attaque subie par le Burkina Faso. Les autorités ont rapidement réalisé que cette saisie d'armement ne se limitait pas à un simple trafic local. Le premier élément majeur fut la découverte de 25 000 AK-47, une quantité bien supérieure à tout ce qui avait été saisi auparavant. Un tel volume d'armes dépassait largement les capacités de stockage et de trafic des réseaux criminels régionaux. Cette anomalie ne pouvait être expliquée que par une intention de déploiement militaire à grande échelle
visant potentiellement à équiper plusieurs brigades régulières. Le second chiffre déterminant fut la présence de 13 millions de munitions emballées avec une précision et un soin digne d'une logistique militaire professionnelle. Cette quantité de munitions était suffisante pour soutenir un conflit prolongé. Ce n'était pas une simple réserve opportuniste. Il s'agissait d'une provision destinée à alimenter un engagement militaire de longue durée. Le fait que ces munitions étaient soigneusement emballées et réparties dans les camions de manière méthodique a confirmé la nature préparée de l'opération. Les munitions provenaient de diverses zones de conflit, notamment la Libye et le Yémen, ce qui a immédiatement attiré l'attention des services de renseignement. Cela suggérait une chaîne d'approvisionnement transnationale complexe, financée et coordonnée par plusieurs acteurs internationaux. Le troisième élément clé de cette affaire a été la valeur financière totale de l'armement découvert, estimée à plus de 700 millions de dollars. Ce chiffre était stupéfiant, car il représentait un montant équivalent au budget annuel de la santé du Burkina Faso. Cette somme colossale ne laissait aucune place au doute. L'opération n'était pas l'œuvre d'un groupe criminel isolé, mais d'un réseau puissant et structuré. Les transferts financiers liés à cette opération ont été suivis à travers plusieurs pays, dont Abidjan, Accra, Luxembourg et des pays du Golfe, démontrant que l'argent circulait à l'échelle mondiale. Le montant des fonds investis dans l'opération a révélé un réseau sophistiqué, capable de contourner les mécanismes de contrôle internationaux. Ces chiffres n'étaient pas seulement des données logistiques, mais aussi des indicateurs d'un projet géopolitique bien plus vaste. L'aspect le plus frappant de cette découverte fut la diversité des origines des armes et des munitions. Les roquettes provenaient d'usines européennes, tandis que les AK-47 et autres équipements militaires étaient directement issus des ruines libyennes, rappelant l'impact direct de la guerre civile en Libye sur la région du Sahel. La convergence de ces différents types d'armements, leur origine et leur logistique commune ont confirmé qu'il s'agissait d'un complot international visant à déstabiliser un gouvernement souverain. Les enquêteurs ont également relevé un autre aspect intrigant. Les camions, bien qu'ils aient été répartis sur plusieurs points de départ, ont tous convergé selon un plan logistique minutieusement coordonné. Les chauffeurs étaient instruits de manière fragmentée, mais les itinéraires étaient décalés sur des créneaux horaires très précis, avec des intervalles de moins de 20 minutes entre les véhicules. Cette synchronisation a été interprétée comme un test pour mesurer la capacité du pays à repérer une attaque silencieuse. L'attention portée aux détails logistiques et aux horaires de passage témoignait de la préparation minutieuse de l'opération, qui visait à contourner les radars et à tester les limites de la surveillance nationale. Les révélations autour du convoi d'armement ont mis en lumière deux positions diamétralement opposées concernant la nature de l'opération. D'un côté, certains analystes ont suggéré que l'ampleur de l'incident avait été exagérée par les autorités burkinabées qui auraient voulu utiliser l'affaire pour renforcer leur position politique et leur légitimité au sein du pays. Selon cette lecture, les armes saisies n'auraient pas été destinées à un renversement immédiat du gouvernement, mais plutôt à alimenter un conflit local ou à soutenir des groupes armés dissidents. Cette théorie repose sur l'idée qu'une ingérence étrangère d'une telle ampleur aurait laissé des traces plus évidentes et plus facilement détectables. Les partisans de cette thèse soulignent également que les preuves reliant l'armement à des acteurs extérieurs restent insuffisantes pour qualifier l'opération de complot international coordonné. De l'autre côté, les experts en sécurité nationale et géopolitique ont immédiatement mis en avant l'argument que l'opération faisait bien partie d'un complot international plus vaste visant à déstabiliser le Burkina Faso et potentiellement d'autres pays de la région du Sahel. L'ampleur de la saisie, la diversité des armes, les types de munitions provenant de plusieurs zones de guerre distinctes, ainsi que la coordination parfaite entre les différents camions, ne laissaient que peu de place au doute. Ces éléments ont conduit à la conclusion que l'opération ne pouvait pas être le fruit d'une simple initiative locale. La complexité de la logistique et l'implication de pays étrangers dans l'approvisionnement et le transport des armes ont renforcé l'idée d'un projet géopolitique orchestré à plusieurs niveaux.
Ce qui a fait pencher la balance en faveur de la thèse du complot international, c'est la découverte de documents détaillant un projet nommé Démocratie restaurée. Ce projet, retrouvé dans les ordinateurs d'un des suspects, a révélé que l'objectif derrière cette opération n'était pas seulement militaire, mais aussi politique. Il s'agissait d'un plan de renversement du gouvernement burkinabé. Ces documents, associés à des échanges de courriels récupérés lors des interrogatoires, ont mis en lumière une tentative de renverser le pouvoir par des moyens dissimulés et à grande échelle, finançant des actions subversives pour perturber la stabilité politique du pays. L'implication de plusieurs pays, les connexions financières et la convergence des armes et munitions ont donc offert une image beaucoup plus vaste de l'incident. Il ne s'agissait pas d'un simple trafic d'armement, mais bien d'une tentative d'ingérence géopolitique ayant des ramifications internationales dont les conséquences dépassaient largement les frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, a pris une décision rare mais cruciale: rendre publiques toutes les données concernant l'opération. Ce geste stratégique visait à empêcher toute manipulation narrative de la part de puissances étrangères et à garantir la transparence du processus. En exposant la réalité de la saisie et des preuves matérielles à la presse et à la population, Traoré envoyait un message fort. Le Burkina Faso n'accepterait pas l'ingérence et agirait toujours dans le respect de ses principes de souveraineté. Le premier grand révélateur est la diversité des armes saisies. En plus des AK-47 et des grenades, des roquettes et des missiles antiaériens ont été retrouvés, mettant en évidence le caractère militaire et bien planifié de l'opération. Ce n'était pas un simple trafic d'armes destiné à alimenter un conflit interne, mais un projet visant à déstabiliser le gouvernement burkinabé. Cette découverte a transformé l'incident en un point tournant où l'enquête a cessé d'être une simple saisie pour devenir un acte majeur d'ingérence géopolitique. Les autorités burkinabées ont compris qu'elle n'était pas seulement face à un trafic d'armes, mais à une tentative internationale de remodeler l'équilibre régional. L'affaire de la saisie des 57 camions a eu des répercussions immédiates et profondes sur plusieurs niveaux. La réaction nationale a été rapide et la population burkinabé a largement soutenu l'opération des forces de sécurité, perçue comme une victoire contre l'ingérence étrangère. Le sentiment de fierté nationale a renforcé l'unité du peuple autour de son gouvernement, qui a su faire face à une crise majeure sans se laisser submerger par la peur. Cependant, cette solidarité populaire ne doit pas occulter les défis internes auxquels le pays a dû faire face suite à l'incident. Sur le plan politique, la saisie des armes a permis à Ibrahim Traoré de légitimer son leadership, renforçant ainsi son autorité en tant que défenseur de la souveraineté nationale. Mais cette victoire politique a aussi mis en lumière certaines vulnérabilités structurelles du pays, notamment en ce qui concerne la surveillance des frontières et la gestion du renseignement. Les autorités burkinabées ont rapidement compris que la mise en place de nouvelles infrastructures de sécurité serait cruciale pour éviter de futures ingérences. Le défi était de taille: renforcer les capacités de détection des menaces sans porter atteinte aux libertés civiles ni favoriser une surveillance excessive. Sur le plan régional, les retombées ont été tout aussi significatives. Les pays voisins du Burkina Faso, en particulier le Mali et le Niger, ont observé attentivement la manière dont l'État burkinabé gérait cette crise. Ils ont rapidement perçu l'importance de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment face aux menaces communes liées aux groupes armés terroristes et aux ingérences extérieures. Une série de réunions ont été organisées pour partager des informations et coordonner les efforts en matière de lutte contre les réseaux transnationaux d'armement. Ce renforcement de la coopération régionale pourrait marquer un tournant dans la manière dont les pays du Sahel abordent les menaces sécuritaires. Enfin, la saisie a eu un impact sur les relations internationales du Burkina Faso. Si certains pays ont salué la détermination de Traoré à protéger son pays, d'autres ont exprimé des préoccupations concernant la transparence du gouvernement et la manière dont l'incident a été utilisé pour renforcer le pouvoir politique. Des analyses contradictoires ont circulé, certains suggérant que l'affaire avait été exagérée pour justifier une politique de répression accrue, tandis que d'autres mettaient en avant la nécessité d'une réponse forte face à l'ingérence étrangère. Quoi qu'il en soit,
L'incident a placé le Burkina Faso au centre de l'attention internationale, non seulement en tant que cible d'une opération complexe, mais aussi comme acteur clé dans la lutte pour la souveraineté nationale dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. À court terme, les 6 à 12 mois suivant la saisie des 57 camions devraient voir une période de stabilité relative pour le Burkina Faso. L'État, sous la direction de Ibrahim Traoré, mettra en place des mesures de sécurité renforcées, y compris la modernisation de ses infrastructures de détection des menaces, notamment le long de ses frontières. Les nouvelles technologies, telles que les drones et les systèmes de surveillance avancés, permettront une meilleure gestion des flux transfrontaliers et une réponse rapide aux menaces potentielles. La coopération avec les pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger, pourrait également se renforcer, créant une plateforme régionale plus unifiée pour lutter contre les groupes armés terroristes et les réseaux criminels transnationaux. Les efforts pour diversifier les relations économiques, avec un accent particulier sur l'Asie et l'Afrique, pourraient offrir une alternative viable aux anciennes puissances coloniales, permettant ainsi au Burkina Faso de s'affirmer comme un acteur indépendant dans un environnement géopolitique complexe. Cependant, cette stabilité serait fragile. La résilience du pays dépendra largement de la capacité du gouvernement à maintenir l'unité nationale et à gérer les tensions internes. Les groupes d'opposition, qui pourraient voir dans l'incident une occasion de critiquer le gouvernement, joueront un rôle clé dans la dynamique politique. La transparence continue de l'État sera essentielle pour éviter toute exploitation de la situation à des fins politiques. La mise en place de réformes institutionnelles pour renforcer les mécanismes de gouvernance locale tout en maintenant la confiance du peuple sera indispensable. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso pourrait utiliser cette crise comme un tournant stratégique majeur. Si l'État parvient à consolider ses infrastructures de sécurité, à renforcer ses partenariats régionaux et à revitaliser son économie par des accords commerciaux diversifiés, le pays pourrait devenir un modèle de résilience pour la région du Sahel. Cette victoire contre l'ingérence étrangère renforcerait la position de Traoré sur la scène internationale, tout en envoyant un message fort de souveraineté. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait voir ses relations économiques se diversifier et son rôle dans la région pourrait se renforcer, offrant ainsi une opportunité de rééquilibrer son positionnement dans le contexte mondial. Dans le pire des cas, l'incident pourrait entraîner une escalade des tensions internes et une intensification de l'isolement international. Si le gouvernement burkinabé ne parvient pas à maintenir l'unité nationale ou à renforcer ses institutions internes, des tensions sociales pourraient émerger. Les sanctions internationales pourraient se multiplier, isolant davantage le pays sur la scène mondiale. Cette dynamique risquerait de déstabiliser l'économie, augmentant les risques de conflits internes et d'influences extérieures, ce qui entraînerait un déclin progressif de la souveraineté nationale et des tensions prolongées avec les acteurs internationaux. L'impact de la saisie des armes va au-delà des frontières du Burkina Faso et touche profondément les pays voisins, les acteurs internationaux et même les citoyens eux-mêmes. Pour la population burkinabé, cet incident devient un symbole de résistance nationale, un moment où l'unité et la vigilance ont permis de déjouer une tentative d'ingérence étrangère. Cela renforce un sentiment de fierté nationale car les citoyens ont vu leur pays faire face à une menace directe, non seulement en protégeant ses frontières, mais aussi en affirmant son indépendance sur la scène mondiale. Les jeunes générations en particulier pourront voir dans cette réponse un exemple de la capacité du pays à faire front contre des puissances extérieures. Cependant, cet événement soulève également des questions importantes pour les citoyens du Burkina Faso. Quelle est la véritable portée de la souveraineté dans un monde où les influences extérieures sont omniprésentes? Cependant, les Burkinabés devront réfléchir à la manière dont leur nation peut se défendre contre de futures tentatives de déstabilisation et comment renforcer leur vigilance collective pour éviter que de telles menaces ne se reproduisent. Ce moment est une invitation à l'engagement civique, à l'implication dans les affaires nationales
et à la promotion de la transparence dans les décisions politiques. Pour les acteurs politiques et diplomatiques, la saisie des armes représente un tournant. Cela pourrait redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses voisins, mais aussi avec d'autres pays à travers le monde. La question est désormais de savoir si cet incident deviendra un catalyseur pour une coopération renforcée dans la lutte contre les ingérences étrangères, ou s'il s'agira d'un point de fracture supplémentaire dans une région déjà sous pression. Le Burkina Faso, après avoir surmonté cette épreuve, doit maintenant se concentrer sur l'avenir en renforçant ses capacités internes pour prévenir toute nouvelle ingérence étrangère. La première étape cruciale consiste à améliorer la chaîne de renseignement nationale. En intégrant des technologies avancées de surveillance et des équipes de renseignement plus réactives, le pays pourra détecter plus efficacement les menaces potentielles avant qu'elles ne se concrétisent. Le gouvernement doit également investir dans la formation des forces de sécurité et la création de systèmes de détection plus sophistiqués au point névralgique comme les frontières. Une autre mesure essentielle serait de convertir l'armement saisi en ressources utiles pour le pays. Les armes et munitions récupérées pourraient être fondues et transformées en matériel utile, comme des infrastructures pour la modernisation des unités de défense du pays. Ce processus pourrait également générer des fonds pour financer des projets éducatifs et communautaires dans les régions rurales, où la sécurité reste un défi majeur. Cette approche aurait pour effet de renforcer la résilience de la société burkinabé tout en minimisant l'impact des armes sur le tissu social. Ensuite, le pays doit créer un pôle judiciaire spécialisé dans la criminalité transnationale. Ce pôle serait chargé de mener des enquêtes sur les réseaux criminels internationaux et de coordonner les efforts de lutte contre le trafic d'armement. Ce mécanisme centralisé pourrait fonctionner comme un modèle pour la coopération régionale en renforçant l'échange d'informations entre les pays du Sahel. Enfin, il est impératif d'engager le Burkina Faso sur la voie de la coopération régionale et de renforcer la coopération avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pour surveiller de manière plus étroite les circuits d'armement transfrontaliers et éviter toute nouvelle tentative de déstabilisation. Cette coopération pourrait également servir de base à un partenariat panafricain de sécurité plus large, favorisant la stabilité à long terme dans toute la région. Le bruit du métal fondant dans les rues de Ouagadougou restera gravé dans les mémoires collectives comme un symbole de résilience. La cloche d'école, forgée à partir des armes saisies, incarne bien plus qu'un simple objet. Elle représente la force d'un peuple unifié face à une tentative d'ingérence extérieure. Ce geste symbolique n'est pas seulement une victoire militaire, mais un acte de renouveau pour la nation burkinabé. À travers cette image, les Burkinabés, jeunes et moins jeunes, prennent conscience que leur unité et leur vigilance peuvent façonner l'avenir du pays. Les discussions dans les foyers, dans les rues et dans les écoles résonnent comme un écho de cette victoire partagée. La cloche, une fois fondue, devient un monument à la résilience collective, un rappel constant que la souveraineté et la liberté se protègent par l'action commune. Ce symbole, qui a traversé la capitale, fait désormais partie de l'histoire du Burkina Faso, un héritage que les générations futures devront préserver. Ibrahim Traoré et les Burkinabés ont montré au monde entier que la défense de la souveraineté d'un pays ne repose pas seulement sur les armes, mais sur la clarté d'esprit, la solidarité et la détermination collective. Ce moment de crise devient ainsi un pilier autour duquel la nation pourra se reconstruire et se renforcer. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire. Après avoir défendu sa souveraineté contre une tentative de déstabilisation étrangère, il est essentiel de se poser la question suivante. Comment cette victoire peut-elle se transformer en une force durable pour le pays et la région, à travers la coopération renforcée avec les nations voisines et un engagement constant à préserver la transparence et la démocratie? Le Burkina Faso peut non seulement se protéger contre les menaces extérieures, mais aussi créer un modèle de résilience pour l'ensemble du Sahel. Le rôle de chaque citoyen devient crucial dans ce processus. Chacun doit prendre conscience de sa responsabilité dans la défense de la souveraineté et de la paix. Partagez vos idées, participez activement aux discussions locales et en ligne, et engagez-vous dans des actions concrètes pour renforcer la stabilité de votre pays. Cette prise de conscience collective peut transformer une crise
en une occasion de croissance et d'unité. À votre échelle, comment pouvez-vous contribuer à cette vision de souveraineté et de sécurité durable ? Engagez-vous dès aujourd'hui pour l'avenir de votre pays.